l'extincteur arrive dans les mains d'un steward, celui-ci s'approche du siège et frappe violemment le visage du passager. Salut les amis, c'est Kensho, vous m'avez extrêmement manqué et ça me fait super plaisir de vous retrouver après cette semaine d'examen et de pouvoir à nouveau vous proposer du contenu sur cette chaîne. Donc merci encore 1000 fois pour vos messages de soutien durant cette période. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires flippantes qui se sont déroulées dans des avions. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Avant de commencer l'histoire, on va remettre les choses dans son contexte. À l'époque des faits, les parents d'Erika étaient divorcés, donc cette dernière vivait avec sa mère et retournait voir son père et sa famille située au Royaume-Uni 1 à 2 fois par an. Et l'histoire qu'Erika va nous raconter s'est déroulée durant l'une de ses visites lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Depuis quelques années, Erika a commencé à voyager seule, car en effet, sa mère ayant trouvé un poste à haute responsabilité, elle a donc logiquement moins de temps pour voyager. Heureusement, la plupart des compagnies aériennes et des aéroports proposent des programmes d'assistance aux mineurs non accompagnés. Ce dernier comprend une étiquette d'identification généralement portée au niveau du cou, des accompagnateurs pour escorter les mineurs dans tout l'aéroport, une aide à l'enregistrement ainsi qu'un embarquement prioritaire. Erika, depuis quelques années, a commencé à s'y faire et cela s'est toujours très bien passé. Ce jour-là, elle embarque en première. Son accompagnateur lui dit au revoir et elle rejoint les agents de bord qui s'occuperont d'elle durant tout le vol. Le vol dure quasiment 20 heures et Erika en profite pour regarder des films. Cependant, à un moment, Erika commence à ressentir une sensation bizarre, comme si quelqu'un l'observait. Mais à chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, elle ne trouvait rien de spécial. Quelque temps après, Erika décide d'aller aux toilettes et en se levant, elle remarque quelque chose qui n'avait jamais attiré son attention auparavant. Un homme assis à environ 4 rangées derrière elle était en train de la regarder. Cet homme n'avait pas l'air de cacher le fait qu'elle la regardait et par timidité, Erika baisse les yeux et continue de marcher vers les toilettes. En passant à côté de ce dernier, l'homme lui fait un signe de la main comme s'il souhaitait lui poser une question. À ce moment-là, Erika décide de l'ignorer et prétend ne pas avoir vu son geste. Sa mère lui a toujours dit de ne pas faire confiance aux étrangers et de ne répondre à personne sauf aux accompagnateurs dans le vol. Sinon, elle avait la permission d'ignorer tout simplement les inconnus. C'est ce que Erika va alors faire. Elle passe à côté de l'homme tout en l'ignorant, puis après avoir fini, elle repasse à côté de lui tête baissée. Après être retournée sur son siège, Erika ne savait pas si l'homme continuait à la regarder et elle avait beaucoup trop peur de se retourner pour vérifier par elle-même. Erika nous raconte que durant tout le vol, elle n'a cessé d'avoir des picotements sur tout le corps et une énorme boule au ventre due à un malaise omniprésent. Ce mauvais pressentiment a lentement commencé à atteindre son paroxysme pendant les heures de sommeil du vol. Cette dernière consiste à simuler la nuit dans l'avion avec des lumières tamisées et un service restreint pour que chaque passager puisse dormir tranquillement. Ayant ce mauvais pressentiment depuis sa rencontre avec l'homme bizarre assis quelques rangées derrière elle, Erika, elle, n'arrive pas à dormir, donc elle décide de passer le temps en regardant des films. Soudain, Erika sent une main se poser et se serrer sur son épaule. L'homme qui était assis derrière elle est là, à côté d'Erika, et lui murmure quelque chose à l'oreille. Mais étant donné qu'elle a ses écouteurs, elle n'a rien pu entendre. Erika enlève alors ses écouteurs et lui demande de répéter ce qu'il a dit. L'homme se rapproche alors de ses oreilles et lui dit de venir à l'arrière de l'avion avec lui. Erika est un peu confuse et elle demande si elle avait fait quelque chose de mal. Puis, elle jette un coup d'œil à l'arrière de l'appareil qui, à ce moment-là, est plongé dans la pénombre. Elle remarque qu'il n'y a que les toilettes ainsi qu'un rideau qui sépare cette dernière de la cabine. Erika est de plus en plus confuse et c'est alors que l'homme se penche près de son oreille et lui dit qu'il a de l'argent en montrant son portefeuille rempli de billets. Il lui dit que si elle acceptait de venir à l'arrière de l'appareil avec lui, il lui donnerait quelques billets. Erika, elle, ne sait pas trop quoi faire. Elle était juste assise là en train de regarder son film et un parfait inconnu s'approche d'elle en lui demandant de la suivre à l'arrière de l'avion. Au même moment, une femme assise derrière Erika qui avait tout entendu se penche entre les sièges et dit à l'homme que la jeune fille n'est pas intéressée et qu'il devrait immédiatement retourner sur son siège, sinon elle appellerait les hôtesses de l'air. Erika nous raconte qu'elle n'a jamais vu un homme bouger aussi vite de sa vie. Ce dernier a rangé son portefeuille aussi vite qu'il le pouvait, s'est précipité sur son siège
et s'est caché sous sa couverture afin que personne ne puisse le reconnaître. La femme se tourne alors vers Erika et lui dit que si l'homme essaie à nouveau de s'approcher d'elle, qu'elle ne devrait surtout pas hésiter à la réveiller ou à appeler une hôtesse de l'air. La gentille dame lui dit que si elle venait à utiliser les toilettes, qu'elle devrait utiliser ceux du milieu qui sont beaucoup plus éclairés. Erika lui dit merci, puis la femme se repenche sur son siège en lançant des regards sombres à l'homme assis derrière eux, comme pour lui faire comprendre qu'elle est dans les parages. Vers les dernières heures de vol, Erika a commencé à se sentir de moins en moins mal à l'aise. La femme, qui voyage avec ses 2 enfants, n'arrête pas de se pencher vers Erika afin de lui poser des questions concernant son voyage, les personnes qui l'attendent à l'aéroport, bref, elle est super inquiète pour Erika. Erika lui dit alors qu'elle a de la famille qui l'attend à l'aéroport et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour elle. La femme se détend alors tout d'un coup et propose à Erika de l'accompagner à la réception des bagages. Après quelques instants, ils atterrissent à l'aéroport, Erika récupère ses bagages, puis rejoint son père qui l'attend à la salle des arrivées. Elle se retourne une dernière fois pour saluer chaleureusement la femme et la remercie de l'avoir accompagnée jusqu'à la réception des bagages. Quant au type bizarre, Erika n'a aucune idée de qui c'était et surtout de ce qu'il lui voulait. La rencontre a été si étrange et si courte qu'Erika n'en a gardé qu'un très bref souvenir. Mais avec le recul, elle ressent toujours une sensation étrange et a quelques théories par rapport à ce qu'aurait pu lui faire l'homme ce jour-là, dans cet avion totalement plongé dans le noir. Erika nous raconte que jusqu'à ce jour, elle continue de chercher la femme qui lui a probablement sauvé la vie ce jour-là, lors de cette rencontre bizarre avec cet homme. Donc à la femme qui a sauvé la peau d'Erika, si vous voyez cette vidéo, sachez que vous êtes une héroïne en or. La deuxième histoire se déroule dans les années 2000 et à cette époque-là, Henri, 19 ans, vivait avec sa famille en Europe. Un jour, Henri, son frère et son père décident de se rendre en Amérique latine afin de passer les vacances de Noël. Pour ce faire, ils doivent d'abord réserver un billet Paris-Miami pour ensuite se rendre en Amérique latine. Billet en main, Henri et son frère prennent place alors en classe économique, assis sur 2 sièges de la rangée du milieu, tandis que leur père est assis en classe affaires. L'avion décolle et tout se passe normalement. Ils sont super excités à l'idée de pouvoir passer des vacances tranquilles au soleil en bord de mer. Puis, après 4 à 5 heures de vol, Henri, qui est à ce moment-là à moitié endormi, entend une femme crier « Non, non, non ». Au début, ces cris étaient quasiment inaudibles, mais ils sont rapidement devenus de plus en plus forts et stridents. Henri lève les yeux et aperçoit une hôtesse de l'air à quelques rangées devant lui, penchée sur un passager assis côté hublot. Henri pense en premier lieu que le passager était sûrement en train de faire une crise cardiaque ou qu'il avait sûrement des problèmes de santé. Mais les personnes autour de ce passager n'avaient aucune réaction, ce qui rendait la situation vraiment très perturbante. Henri est complètement paniqué, il ne comprend rien, donc il décide tout simplement de rester sur son siège sans bouger. Son frère, quant à lui, se lève et part voir ce qu'il se passe au niveau du hublot. Au moment où le frère d'Henri s'approche du hublot, il aperçoit l'hôtesse de l'air en train de se débattre avec le passager. Ce dernier est grand et a des cheveux longs et bouclés. Après avoir vu ça, le frère d'Henri retourne sur son siège et explique à Henri que quelque chose ne va pas. Soudain, les passagers ont aussi commencé à se débattre avec le passager afin de le séparer de l'hôtesse de l'air. Une personne assise dans la rangée derrière l'individu se met alors à lui tirer les cheveux, certains lui tirent les bras, les jambes, bref, c'est un chaos total. Il y a tellement de personnes agglutinées autour de ce passager que les allées sont bloquées et personne ne peut bouger. À un moment, Henri voit un extincteur être passé de main en main depuis l'arrière de l'avion. Il pense immédiatement alors qu'il y a sûrement le feu à bord et que c'est foutu pour eux. L'extincteur arrive dans les mains d'un steward, celui-ci s'approche du siège et frappe violemment le visage du passager. Les hommes autour du passager commencent alors à l'attacher avec tout ce qu'ils peuvent, des ceintures, des écouteurs, etc. L'homme est attaché de la tête aux pieds sans aucune possibilité de bouger. Du coin de l'œil, Henri remarque que le steward qui avait frappé le passager avec l'extincteur tient dans ses mains une paire de chaussures noires et se dirige vers l'arrière de l'avion. Ce qui sur le moment semble un peu étrange, mais bon, Henri n'y prête pas plus attention que ça. Tout d'un coup, Henri entend les hôtesses de l'air demander si des médecins sont présents à bord afin d'administrer une solution hypodermique pour endormir le passager. Mais malheureusement, il n'y a aucun médecin à bord. Quelques instants après, l'individu ligoté sur son siège commence peu à peu à se calmer. Donc les hôtesses de l'air ordonnent aux passagers de retourner sur leur siège
et un petit groupe est prié de rester auprès de l'individu afin de le surveiller. Finalement, le pilote annonce un détour à l'aéroport de Boston dû à une faille de sécurité. Ils sont au beau milieu de l'Atlantique et il reste encore 4 heures avant de pouvoir atterrir. L'ambiance dans l'avion est extrêmement tendue, mais dans l'ensemble, tout le monde semblait avoir repris un semblant de bonne humeur. En tout cas, la quasi-totalité des passagers n'ont aucune idée de ce qu'il s'était réellement passé à bord. Cependant, tous les passagers ne sont plus autorisés à se lever de leur siège. Et si une personne venait à le faire pour se rendre aux toilettes, il doit appeler une hôtesse de l'air afin que cette dernière l'accompagne avec l'obligation formelle de ne pas fermer la porte. 2 heures plus tard, alors que l'avion s'approche des États-Unis, Henry aperçoit des avions de chasse à l'extérieur des hublots. Le pilote rassure les passagers en leur disant que ces chasseurs sont là pour les escorter jusqu'à Boston. Henry apprend par la suite qu'il s'agit en fait d'une mesure ultime de sécurité pour empêcher les avions détournés de réitérer les attaques similaires à celles du 11 septembre. Pour la faire courte, les chasseurs ont l'obligation d'abattre l'avion si elle représente une menace majeure. Heureusement, l'avion se pose sans trop de mal à Boston et tous les passagers sont invités à rester sur leur siège pendant qu'une équipe de la SWAT équipée de gilets pare-balles et de fusils d'assaut prend en charge l'individu afin de le conduire à l'extérieur de l'avion. Henry ainsi que tous les autres passagers sont escortés jusqu'à la zone de récupération des bagages qui est à ce moment-là entourée par une grosse clôture métallique afin de maintenir tous les passagers du vol au même endroit. Ils ont pour ordre de rester sur place en attendant des nouvelles directives, donc certains passagers sont anxieux et la plupart ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe. Les passagers commencent alors à s'agiter en secouant la clôture métallique tout en criant au personnel que c'est un traitement inhumain et qu'ils ne méritent pas d'être enfermés ici sans raison valable. Ils n'ont ni nourriture ni d'endroit pour s'asseoir. Certains enfants commencent alors à perdre patience et certains d'entre eux commencent même à pleurer. Quelque temps après, des agents font rentrer les passagers dans une salle d'attente. Tout le monde est alors interrogé par le FBI. Les agents sont peu amicaux et craignent qu'un complice soit caché parmi les passagers. Les agents commencent alors à fouiller les chaussures, les valises ainsi que les sacs à main de chaque passager sans exception. Finalement, Henry, son frère ainsi que son père sont autorisés à passer un coup de fil à leur famille. Ces derniers sont complètement hystériques. Ils ont vu aux nouvelles qu'un terroriste avait essayé de faire exploser l'avion avec une bombe qu'il avait fait passer à bord dans sa chaussure. C'est d'ailleurs grâce à leurs proches que la plupart des passagers ont compris ce qui s'était réellement passé. À ce moment-là, Henry, son frère ainsi que son père ne réalisent pas l'ampleur des événements qui viennent de se dérouler sous leurs yeux. Après avoir passé environ 12 heures à l'aéroport de Boston, tous les passagers sont transférés sur un autre vol en direction de Miami. Grab his arms, keep him sit in his seat, and after that we tied him up with everything that we had, belts. We took belts from passengers. Ils apprennent par la suite que le poseur de bombes s'appelait Richard Reid et qu'il a en fait essayé d'embarquer sur le même vol le jour précédent, mais qu'il a été arrêté à la douane car justement il ne possédait pas de bagages et qu'il avait acheté en liquide un vol aller simple. Mais après vérification, les agents l'ont laissé monter sur le vol du lendemain, celui du vol 63 d'American Airlines, et l'ont même logé dans un hôtel près de l'aéroport. Petit détail, ce jour-là, il pleuvait énormément et les chaussures de Richard Reid ont été mouillées. Ce qui explique peut-être pourquoi il a eu du mal à allumer la mèche de sa chaussure. En effet, son plan était d'attendre que le passager à côté de lui aille aux toilettes pour ensuite allumer la mèche de sa chaussure avec des allumettes. Cependant, une hôtesse de l'air aurait senti une odeur de fumée et se serait mise à en chercher la provenance. Elle tombe alors sur Richard Reid qui à ce moment-là est en train d'essayer d'allumer sa chaussure. L'hôtesse a alors immédiatement essayé de se saisir de la chaussure, ils en sont venus aux mains et Richard Reid aurait mordu la main de l'hôtesse, ce qui explique les cris stridents au début de l'histoire perçus par Henry. Le 30 janvier 2003, Richard Reid est condamné à 3 peines de prison à vie plus 110 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Et franchement, c'est tant mieux ainsi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, réaliser qu'on est à 2 doigts de frôler la mort, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. À
Voilà les amis, j'espère que ces deux histoires vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager à tous vos amis. Merci encore 1000 fois pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kensho. Ciao.